Merci d'être là cet après-midi et je remercie bien sûr nos trois intervenants qui viennent échanger, débattre sur le sujet nouveaux modèles, nouveaux fléaux. Et donc ça dure à peu près 45 minutes. On aura une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, on va essayer de débattre pendant 30-35 minutes. Et puis après, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc je voulais bien sûr remercier, vous les voyez s'afficher, donc Henri Dagrin, qui est le délégué général du SIGREF, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir aux assises. On est toujours très heureux de recevoir nos amis du SIGREF. Garance Mathias, donc, qui est avocate au barreau de Paris et du cabinet Mathias Avocat. Voilà. Garance est une fidèle aussi et une experte de la sécurité numérique et du droit numérique depuis de nombreuses années. Tu as été une des pionnières aussi dans ce domaine-là. Et Nicolas Arpagian, enseignant à l'école de guerre économique, entre autres, mais il a beaucoup de casquettes. Et on a eu encore le plaisir de l'entendre sur France Culture ce matin. Voilà. Donc le sujet, vous l'avez vu, enfin, nouvelles attaques, nouveaux modèles, comment prendre en compte ces nouveaux fléaux. Certains d'entre vous ont été victimes de ces attaques récentes, que ce soit Kaseya, SolarWinds, et d'autres que l'on connaît ou que l'on connaît un peu moins bien. Et en fait, ces attaques posent la question, et on le sait depuis déjà quelques années, mais c'est devenu de plus en plus marquant ces derniers mois, de la chaîne des fournisseurs. Alors, l'idée de cette table ronde, c'est pas de faire une attaque en règle des uns ou des autres, bien sûr. On va faire des constats, enfin, ils vont faire des constats, et ce que l'on souhaiterait avec les trois intervenants, c'est aussi avoir des propositions. Nos tables rondes, elles ont pour vocation, enfin pour objectif, pour ma part, d'essayer de vous donner, si ce n'est des pistes, des pistes de réflexion, et savoir un petit peu comment on peut avancer vers du mieux, du meilleur, essayer quand même de sortir d'une situation qui est délicate, qui est difficile. Alors, je vais commencer, et puis, de toute façon, Garance, Nicolas et Henri vont enrichir le débat. C'est peut-être faire un constat, comment on en est arrivé là, comment on arrive à avoir un fournisseur de fournisseurs qui contamine la moitié de la planète. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, en fait? Je vais commencer par toi, Nicolas, s'il te plaît. Merci pour l'invitation, effectivement, et la présentation très aimable. L'idée de cet échange, c'est d'avoir effectivement une interrogation sur l'entreprise qui est un corps social numérisé, un corps social interconnecté. Et dans cette interconnexion, il y a des fournisseurs de services techniques, de services numériques, mais également des services qui peuvent être tout à fait contributeurs de manière très physique à l'activité de l'entreprise, de la collectivité, de l'administration. Et c'est vrai que ça va poser la question de l'interconnexion et du fait que dès lors que l'entreprise ne vit pas en autarcie, elle ne vit pas sur ses propres structures, sur ce qu'elle maîtrise de bout en bout sur le fond, c'est-à-dire dans les contenus, mais également dans les tuyaux et dans la manière dont elle va être ainsi irriguée par des systèmes d'information, la question va se poser de dire est-ce que ça représente un risque d'être ainsi ouvert dans des flux entrants et sortants avec des partenaires. Et ces partenaires, quelquefois d'ailleurs, ça peut être également ses clients. C'est pour ça que je serais réservé sur le fait de limiter le sujet aux seuls fournisseurs. C'est toutes les entités qui sont amenées à être interconnectées avec l'entreprise, quelle que soit sa taille et évidemment son domaine d'activité. Merci Nicolas pour cette présentation. On reviendra en effet tout à l'heure peut-être sur une définition un peu plus précise du fournisseur avec les intervenants. Henri, par rapport à cette question, comment en est-on arrivé là? Le SIGREF, je le rappelle rapidement, mais tu vas le dire mieux que moi, a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, publie énormément. Je vous invite à aller sur le site, il y a énormément de choses à lire et à reprendre. Alors, merci pour cette invitation.
Et je parle sous le contrôle de nombreux membres représentants des membres du SIGREF, puisque le SIGREF est une association qui regroupe 150 adhérents, qui sont les grandes entreprises françaises et les grandes administrations publiques françaises utilisatrices de solutions et services numériques. Donc il y en a plusieurs qui sont dans cette salle. Donc c'est sous leur contrôle que je parle, puisque ce ne sont pas les idées d'Henri Dagrin que je vais formuler, mais bien celles des adhérents du SIGREF. Comment en sommes-nous arrivés à cette situation? Il y a une première raison qui est extrêmement simple, c'est depuis 40 ans, l'industrie du numérique s'est développée de manière très singulière par rapport à toutes les autres industries. C'est la seule industrie sur le marché européen, notamment sur le marché mondial, mais notamment sur le marché européen, qui fait l'objet de cette singularité que de n'être soumise à aucune obligation de sécurité dans son champ propre. Toutes les autres industries, toutes, sont soumises à des normes de sécurité dans leur champ propre. L'industrie agroalimentaire, l'industrie du médicament, l'industrie du bâtiment, de l'automobile, de l'aéronautique, toutes les industries, des équipements électriques. Vous ne pouvez pas acheter un grille-pain qui ne répond pas à des normes minimales de sécurité dans son champ propre. L'industrie du numérique fait l'objet de cette singularité qu'aucune obligation de sécurité minimale, de sécurité par conception, de sécurité d'exploitation sur tout le cycle de vie des produits n'est appliquée à cette industrie. Et ce qui nous est apparu à tous normal depuis 40 ans, aujourd'hui doit être dénoncé comme une singularité et qui fait que la première raison pour laquelle on en est là, que ce soit sur les chaînes, les supply chains de mise en production, de mise en œuvre des produits et des services numériques, tous les produits et services numériques devront, à l'avenir, pour sortir de la situation délétère dans laquelle nous sommes, faire l'objet de normes minimales de sécurité. Et nous en reparlerons, mais c'est ce à quoi le SIGREF appelle les régulateurs, les fournisseurs, pour résoudre cette difficulté dont on ne pourra pas sortir si on continue dans cette dynamique, si on ne change pas de paradigme, parce qu'aujourd'hui, la capacité des cyberattaquants, qu'ils soient criminels, étatiques, para-étatiques ou autres, dans leur extraordinaire diversité, leurs capacités, qui sont aujourd'hui mondialisées, industrialisées, professionnalisées, croissent plus rapidement que la capacité de leurs victimes à se protéger. Merci Henri. Alors je voudrais savoir si, Garance, tu partages ce constat. Oui, donc et déjà, bonjour à tous et à tous, et je suis également ravi de pouvoir échanger tant avec effectivement Henri, avec Nicolas, avec vous aussi, parce que je pense que c'est important que, comme l'a dit Florence, que nous revenions et que nous sortions avec des idées, avec effectivement des recommandations, des préconisations, et ça serait une valeur ajoutée, parce que effectivement, comment on en est arrivé là, je vais reprendre un petit peu le fil rouge des assises. C'est peut-être revenons aux fondamentaux. C'est qu'aussi, c'est une évidence, on a besoin en fait d'une chaîne. L'écosystème est là, Nicolas effectivement l'a rappelé. Nous sommes effectivement dans une industrie singulière, comme vient de le dire Henri. Moi, je vais rajouter peut-être d'autres mots-clés pour terminer de faire un petit peu le lien avec tout le monde. C'est qu'aussi, on est dans une notion, le mot dépendance. Mais que ce soit sur une dépendance, on va dire, industrielle, économique, technologique, et on peut aussi élargir encore, est une vraie réalité. La notion effectivement de chaîne de valeur, la notion de sous-traitance, la notion de client, la notion de dépendance et d'interconnexion sont des évidences. On va dire l'évolution de l'ensemble des technologies, on va dire depuis ces 5-6 dernières années, est exponentielle. Les entreprises, les industries, que ce soit les entreprises publiques, privées, des collectivités, et la crise sanitaire que nous traversons a été encore une fois un accélérateur, un booster. Donc on a dû effectivement encore plus, on va dire, accélérer cette chaîne et s'appuyer sur une chaîne. Avant tout, cette chaîne, c'est aussi une chaîne de confiance. Et tous les acteurs, que ce soit de la TPE, qui peut être complètement industriel, on va dire, faire du boulon, ou effectivement une start-up qui va me donner plus de puissance, plus de stockage ou autre, on doit revenir avec, en même temps sur les fondamentaux, pourquoi je fais appel à eux,
comment je me sécurise, et effectivement, dès la conception, que ce soit le thème, et je pense qu'on va pouvoir débattre et construire quelque chose ensemble. Le problème, c'est que la chaîne de confiance, aujourd'hui, elle est ébranlée. Donc, non seulement il faut l'établir, mais il faut la rétablir. J'allais dire... Oui, alors j'allais dire qu'il faut effectivement... La confiance, c'est un mot-clé. Parfois, on l'emploie effectivement à tort et à travers. Mais effectivement, la confiance, en tout cas pour moi, en tant qu'avocat, c'est une réalité. C'est-à-dire que le premier instrument de confiance, et je parle effectivement dans le cadre de ma propre logique, c'est le contrat. C'est le contrat, c'est-à-dire que ce soit avec un client, que ce soit avec un partenaire, que ce soit avec un fournisseur, que ce soit effectivement avec un sous-traitant, quelquefois la qualification, on va dire, juridique qui est retenue derrière, ça va être effectivement l'élément de confiance. Ce contrat se construit pas que sur un closier, on va dire, contractuel, sur une réalité, on va dire, opérationnelle, métier, voilà, que ce soit des besoins de sécurité, on va dire, dès la conception, encore une fois. Et ça, c'est effectivement des impératifs à garder en tête, quelle que soit ma place, on va dire, dans cet écosystème, que mon écosystème soit local, régional ou mondial, bien entendu. Et je reviens, avant de te donner la parole, Nicolas, peut-être sur une question pour Henri. Tu disais que l'industrie du numérique est la seule à ne pas avoir ces garanties de sécurité, mais aujourd'hui, de plus en plus de solutions sont certifiées et certaines entreprises, notamment des entreprises publiques, deviennent obligées de prendre des solutions certifiées. Donc on est quand même dans un processus... plutôt plus vertueux. Quand tu parles de produits certifiés, tu parles de produits de cybersécurité. Oui. Moi, je te parle de produits numériques, de produits et services numériques. La cybersécurité, l'industrie de la cybersécurité est un domaine très particulier du domaine numérique. Je te parle de tout le reste, qui ne fait pas l'objet aujourd'hui de normes. De tout le reste. Aujourd'hui, on peut mettre sur le marché des logiciels, des services numériques dans le cloud qui ont été développés avec les pieds, qui ne répondent à aucune logique de sécurité, et toute la responsabilité intégrale de la sécurité repose sur l'utilisateur final. Il n'y a pas de co-responsabilité. Aujourd'hui, quand tu fabriques une bagnole, si la bagnole elle a un défaut de sécurité, c'est le constructeur qui rappelle à ses frais tous les véhicules et qui les remet au carat. Nicolas, tu partages ce... Alors voilà, on partage, c'est pour ça que justement, on partage le constat parce que c'est un état des lieux né de 40, 50 ans de SIGREF a fêté ses 50 ans, ça veut dire que dans les entreprises, ça fait plus de 50 ans qu'il y a une dame... Qu'on accepte cette situation. Alors oui, donc on peut se remettre en cause. 50 ans. On accepte cette situation comme étant normale. On accepte cette situation, c'est-à-dire que c'est en tout cas une consommation de technologie, d'automatisation, alors qui était évidemment à l'échelle du savoir-faire disponible à l'époque, mais qui effectivement s'est intensifié. La seule chose, c'est que beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui le fruit de l'empilement de ces technologies et qui, dans la plupart des cas, en tout cas, fonctionnent, dans la plupart des cas, des activités et dans la plupart du temps. Et donc, effectivement, ça pose la question de mobiliser des moyens pour éventuellement remettre en question ou en tout cas essayer de protéger, de sécuriser. Et c'est tout le débat entre, effectivement, des métiers qui exercent des activités qui contribuent à la profitabilité de l'entreprise et des gens de sécurité qui vont dire est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter telle couche, prendre telle précaution en termes d'isolement, sanctuariser tel type d'activité ou de stockage de données. Et donc c'est la discussion, l'arbitrage effectivement, sinon éternel en tout cas persistant entre les métiers et les gens de la sécurité. Une raison, donc la question, une fois qu'on a fait cette photographie et qu'on la partage, la question va se poser de se dire très bien, comment on résout cette situation? Alors effectivement, la réglementation pour les nouveaux entrants, pour l'ajout de dispositifs supplémentaires, c'est un dispositif intéressant parce que effectivement, ça fixe d'une part des conditions techniques, ça va fixer un agenda puisqu'il va falloir envisager la date d'entrée en vigueur de cette réglementation et possiblement un régime de sanctions ou de responsabilité si une défaillance venait à survenir. Ça, effectivement, ça permet. Alors,
on pourrait s'inquiéter, sauf les avocats, du trop de réglementation qui vient compliquer la conduite d'une activité économique, mais c'est effectivement une option. Deuxième option, c'est effectivement de se doter de capacités de supervision. C'est la démarche de résilience. Je ne peux pas empêcher un traumatisme, je vais faire en sorte de le détecter le plus vite possible, de manière à neutraliser ses effets et faire en sorte qu'on n'aille pas dans des attaques de haute intensité, mais que ça reste limité. C'est une réponse, une option pragmatique à l'environnement. Donc le fait d'investir dans la capacité de détection et de compréhension de l'environnement, de manière à ce que si un problème survient, on puisse l'identifier, le caractériser et apporter la réponse satisfaisante. Troisième dimension, c'est effectivement le fait d'avoir une capacité à neutraliser les effets de cette faiblesse de création initiale, c'est-à-dire constitutive de ces solutions logicielles, de ces équipements, qui quelquefois, parce qu'à l'époque on n'envisageait pas l'interconnexion, quand on avait des équipements qui étaient peut-être fragiles, mais qui étaient au contact de personnes, c'est l'analogie que moi faire, c'est l'enfant que vous ne scolarisez pas avant 6 ans. Il n'attrape pas de maladie infantile parce qu'il n'est pas au contact d'autres enfants. Le jour où vous le scolarisez, il chope tout, ou elle chope tout. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il n'a pas créé d'anticorps. Et donc là, on est un peu dans le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on a quand même des entreprises qui maîtrisaient leur sécurité jusqu'à présent en restant à distance de toute interconnexion. Et donc évidemment, à partir du moment où on ouvre, et c'est pour ça que je me suis permis de démarrer par la problématique de l'interconnexion, on commence à ouvrir, évidemment, on devient susceptible d'être infecté. Pour justement faire face à cette situation, parce qu'on part de l'idée que l'interconnexion, le numérique est tout à fait bienvenu. Il est créateur de valeur, parce que on pourrait dire, après tout, on revient à un système cloisonné, figé et totalement loin du numérique. C'est pas la perspective. Donc l'idée, c'est de dire comment je fais pour me protéger. Et c'est là où il faut envisager des solutions créatives techniquement, raisonnables financièrement et adaptées opérationnellement, c'est-à-dire qui puissent se déployer dans des environnements. On peut envisager des notions de patching virtuel, de faire en sorte de se dire, bon, je ne peux pas remettre en cause l'écosystème dans lequel je suis, je ne peux pas tout rayer, je ne peux pas tout mettre à la benne parce que ça marche et je n'en ai pas les moyens. Je ne peux pas arrêter mon activité parce que des hauts fourneaux, ça ne s'arrête pas comme ça, des processus industriels, ça ne s'arrête pas comme ça. Et donc, comment je trouve des solutions techniques qui vont correspondre à l'environnement ? Et c'est là où il faut faire travailler les gens ensemble, les métiers, les éditeurs ou les fournisseurs de solutions, et avec le juriste au milieu qui va établir les responsabilités, les règles d'usage et les conditions d'emploi. Oui, alors, Le juriste au milieu. c'est un petit peu la dernière partie, les solutions, donc tu as commencé à en parler. Tu voulais réagir, Henri, ou je donne... non. Donc, Garance... On avait dit que c'est elle qui parlait le plus. C'est elle qui parlait le plus. Donc, Garance, par rapport à ce qui vient d'être dit, et aussi, justement, par rapport à ces fournisseurs, il y a quand même un cadre légal, tu l'as rappelé, bon, tu as parlé du contrat, mais au-delà de ça, le fournisseur a une responsabilité importante. Mais est-ce que, et on y reviendra peut-être avec Henri, on ne peut pas non plus tout mettre sur le dos du fournisseur. À un moment donné, l'entreprise doit aussi prendre ses responsabilités. Et quelle est justement, dans le cadre légal, la part du fournisseur, la part du client, de l'entreprise ? Je ne sais pas si la solution sera le droit, mais je pense qu'effectivement que l'instrument juridique doit être pris en compte par rapport à chaque situation et au cas par cas, et par rapport à chaque métier et à chaque secteur concerné. Il existe déjà des cadres réglementaires très spécifiques et mon propos va au-delà effectivement de la cybersécurité. Voilà. Donc il y a déjà des réglementations spécifiques, que je sois dans le domaine médical, que je sois dans le domaine de l'automobile, que je sois dans d'autres domaines aussi. Donc il y a déjà un cadre qui existe. De l'aéronautique. Et on peut y aller dans les différents cas. Le propos n'est pas là de dresser effectivement l'inventaire. Pour cette réglementation, elle doit être connue, effectivement, tant du client, on va dire, final, que du fournisseur qui va participer à cet écosystème réglementé. Il y a une notion, on va dire, très importante, c'est que c'est pas, on va dire, 100% la responsabilité, comme l'a dit Florence, d'un côté et 0 pour l'autre.
le système juridique français et notre culture, on va dire, juridique latine, pour aller au-delà aussi des frontières françaises, ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est dire que, certes, un des acteurs de la chaîne va maîtriser son outil, va maîtriser son logiciel, va maîtriser effectivement son produit, son application, et va devoir ce qu'on appelle un triptyque d'alerter, de conseiller et de mettre en garde. Ce sont des obligations, on va dire, des obligations de moyens. C'est-à-dire, je vais devoir informer mon client en disant, attention, là, tu vas devoir demander au métier, tu vas demander à tes équipes de sécurité en disant, voilà, est-ce que les paramétrages, pour prendre un exemple assez concret, c'est le client qui va souvent les faire. Mais l'éditeur, pour continuer dans cet exemple plus axé sur le monde du logiciel, l'éditeur va devoir donner les moyens, donc que les clients puissent faire des paramétrages à sa main. Est-ce que c'est du standard? Est-ce que c'est du spécifique? Là, ça va être encore un autre débat. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a ce triptyque. Ce triptyque, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'échange. Ça veut dire de la discussion. Ça veut dire effectivement connaître le métier, connaître les besoins et trouver effectivement un juste milieu, un paradigme. Tout à l'heure, il a été évoqué le mot des sanctions. Alors là, je reprends l'exemple d'un contrat, parce que le triptyque information, conseil, mise en garde, c'est vraiment le triptyque fondamental du contrat. Ça, de l'autre côté, du côté client, ça va être le triptyque prérequis, expression de besoin, et effectivement mobiliser, et ça c'est de part et d'autre, suffisamment une équipe compétente dans des délais, on va dire, convenus par les deux parties. Ça, c'est point. Les sanctions. Effectivement, il y a des sanctions qui sont effectivement dans les textes, qui sont dans les réglementations. La sanction peut être aussi une rupture de contrat, ça va être des dommages et intérêts. Sur les sanctions, il y a toujours à un moment donné, effectivement, quand il y a un des deux acteurs qui ne va pas respecter, il y aura une sanction. Ce n'est pas plus le fournisseur ou le client. Je fais du contentieux, j'ai des contentieux qui commencent côté fournisseur ou qui commencent côté client. Qui commence d'un côté du fournisseur ou du côté client, ça veut dire qu'à la base, on ne peut plus se parler. C'est ça en fait. C'est qu'il y a une telle situation, on va dire, de blocage, c'est que la chaîne de confiance a été rompue. Donc, il y en a un qui prend l'initiative. Que ce soit des sanctions administratives, là, on est dans un autre point de la réglementation. Donc, que ce soit des sanctions pénales, là, on a enfreint encore une autre ligne rouge. Donc, tout ça, encore une fois, c'est des fondamentaux qui sont effectivement posés ou portés, on va dire, par la multiplication des attaques, par la complexité des attaques aussi, parce que la complexité de la technologie évolue, hein, les produits évoluent aussi, mais avant toute chose, il faut effectivement informer, s'informer et bien connaître ses besoins. Oui. Merci Garance. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un déséquilibre entre le fournisseur et son client? Parce que là, bon, on est dans le droit. Bien sûr, quand on t'écoute, ça semble tellement logique, normal. Enfin, moi, je ne suis pas une juriste. Mais quand on a affaire à ce qui s'est passé ces derniers mois, ou soit des très gros fournisseurs, sans les citer, mais je vais citer quand même, tout le monde y pense, bon, les GAFAM, et je suis une entreprise de taille moyenne, ou même une grande entreprise, ou ce qui s'est passé avec un SolarWind ou un Kaseya, où on est quand même là un peu dans cette chaîne. Malgré tout, malgré ce cadre légal, et puis d'abord on a aussi des entreprises qui ne sont pas européennes, donc enfin ni françaises ni européennes, donc en plus on sort de notre cadre peut-être un petit peu qu'on maîtrise mieux, ça semble quand même extrêmement difficile. Enfin, comment on va aller dire, on va taper du poing sur la table, bon, est-ce qu'on aurait pu éviter un Kaseya, est-ce qu'on aurait pu éviter un SolarWind? Pas par le droit en tout cas. À l'évidence, de toute façon, et là je suis tout à fait d'accord avec Garance, à l'évidence, et il y a plein d'exemples qui le démontrent, les obligations de conseil, de recommandation, de mise en garde des fournisseurs ne sont pas, pour la plupart du temps, mises en œuvre. Je prends un exemple. J'ai un éditeur qui édite un annuaire bien connu, qui est fort répandu, qui sait très bien que l'architecture recommandée pour le mettre en œuvre, c'est une architecture 3 tiers.
est-ce que dans un contrat sur cet annuaire, il y a beaucoup de gens à qui l'éditeur en question a recommandé « Je vous recommande de mettre une architecture 3 tiers ». Vous ne le faites pas si vous voulez, mais j'aurais mis en œuvre mes obligations, mes diligences légitimes en matière de recommandation, de mise en garde. Et si vous ne faites pas ça, ben, vous risquez de vous faire attaquer via cet annuaire. Alors, la parole peut-être à... Jamais. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça a été recommandé en contrat initial? Levez la main. Personne. Qui l'a fait? Un. Eh ben, voyez. Voilà. Merci. Nicolas, est-ce que tu... Le principe du droit, c'est effectivement, je ferai l'analogie avec les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux auxquels vous avez souscrit et que vous avez accepté, que vous avez certainement compris et auxquels vous convenez puisque vous les avez signés et que donc vous y êtes désormais soumis. C'est vrai que la difficulté de la compréhension des règles juridiques, elle va être, et là on va être dépendant des organisations, donc ça va être très difficile de faire des généralités, effectivement du dialogue, de la pédagogie qui va être faite entre les équipes juridiques, entre les équipes techniques, et puis les métiers qui vont au final pousser l'agenda pour dire je voudrais que la solution elle soit déployée rapidement parce que on est dans la compétitivité, on est dans la création de valeur, et donc j'ai besoin de tirer profit de ce service ou de cet outil informatisé. Et donc c'est vrai que la difficulté, c'est qu'il y a un intérêt collégial en quelque sorte à faire en sorte que on déploie et ça fonctionne. Et donc s'il n'y a pas cette pédagogie, et c'était pour ça que dans le triptyque que j'ai mentionné, vous avez vu que le juriste ou la juriste était présente, parce que effectivement, dans des régimes de responsabilité, dans des moments où on va avoir de plus en plus des comptes à rendre, au terme de, comme on dit en bon français, des due diligence, c'est-à-dire des précautions préalables, en disant c'est la logique de l'assurance. L'assurance, quand vous souscrivez à une police d'assurance contre le cambriolage de votre maison, on va vous demander de faire une déclaration de votre état de sécurité. Vous avez une porte blindée, vous avez des barreaux aux fenêtres, vous avez un chien dans la cour et éventuellement une alarme. Très bien. Personne ne vient jamais vérifier ces éléments-là. Pourquoi? Parce que tant que vous n'êtes pas en train de solliciter l'application du contrat d'assurance, c'est-à-dire le versement d'une indemnité, au final, ça n'a pas tellement d'importance que vous ayez été sincère et honnête sur cette question. Par contre, c'est au moment où vous allez enclencher le contrat qu'on va vous dire « Alors, venez me démontrer que le cambrioleur a pu passer malgré votre porte blindée, malgré les barreaux aux fenêtres, malgré le chien. » Les cambrioleurs, en l'occurrence, et sur le sujet qui nous occupe, ils ne passent jamais par la porte ou par les fenêtres qui sont sur le plan de la maison, mais par celles qui n'apparaissent jamais sur le plan. C'est surtout le problème. Oh, alors non, parce que le 0D existe, et c'est celle que, si je filais la métaphore... Bah, une 0D, c'est une porte qui n'est pas sur le plan de la maison. On est bien d'accord. Oui, mais si j'avais terminé ma phrase, les 0D ne constituent une des portes d'entrée, et c'est une des problématiques. Je vous recommande la 0D initiative qui va vous permettre d'avoir à jour justement les problématiques sur qu'est-ce qu'une 0D, comment est-ce qu'elle est documentée. La question, c'est il y a quand même beaucoup d'attaques, des escroqueries, des fraudes au président, en passant par l'hameçonnage, le fichier, les rançongiciels qui ne se passent pas, qui ne sont pas des grands moments de l'innovation technologique. Donc oui, ça existe, mais comme disait l'autre, c'est comme les poissons volants, ça ne constitue pas la majorité du genre. Donc oui, ça existe, mais ce que je veux dire par là, c'est que la faille technologique intrinsèque, c'est-à-dire de naissance native dans le dispositif, est une fragilité, et c'est là où il faut, par le bug bounty, par la qualification, la certification de produits, par effectivement cette culture de l'amélioration continue, de pouvoir, quand quelqu'un signale un problème, qu'il y ait une procédure, qu'il y ait un mode opératoire pour documenter une circulation d'informations entre l'éditeur et ses clients de manière à ce que le correctif soit connu et effectivement appliqué. Là, on est dans un monde, je décris un monde idéal et vertueux où tout le monde coopère, mais c'est vrai que la difficulté va être que, évidemment, on a des infrastructures numérisées fragiles, parce qu'elles sont intrinsèquement mal conçues, ou en tout cas pas suffisamment toujours orientées, même si la faiblesse, et je reviens sur les fraudes au président, je reviens sur des documents, c'est de l'intelligence. Le pirate ne cherche pas la performance technologique. C'est rarissime. Il cherche le moyen le plus efficace d'arriver à ses fins en préservant
son intégrité et ses intérêts stratégiques. Donc, si à un moment, là, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'insistais sur l'interconnexion, on a vu des entreprises qui utilisent, et c'est tout à fait heureux, des prestataires, des sous-traitants. Et pourquoi ? Parce qu'elles ne veulent plus, ou elles n'ont pas l'expertise pour conduire des activités aussi éminentes que le chauffage de leur bâtiment et éventuellement la surveillance de leurs caméras. Et en fait, qu'est-ce qu'elles font ? Elles passent par des tiers, des partenaires, et c'est cette interconnexion qui fragilise. Et la difficulté, c'est que peut-être aussi que dans des cahiers des charges, pas toujours suffisamment exigeants, des audits pas forcément conduits, des négociations à la baisse de prix qui vont faire qu'on en a aussi pour son argent, bah, effectivement, il y a des négligences et on pourra être d'autant plus demandeur et attentif à ces prestations qu'on aura été un client ayant une vision claire de ses besoins et une capacité surtout d'apprécier la réalité des choses. Il ne faut pas que les achats soient faits uniquement par les directions des achats. Pourquoi ? Être acheteur, c'est un très beau métier, mais c'est quelqu'un qui a comme mérite de baisser de 5% la facture de l'achat précédent. Enfin, globalement, et c'est comme ça qu'on est un bon ou une bonne acheteuse. Non, c'est quoi un bon acheteur ? C'est quelqu'un qui saura ne pas fragiliser par ses modalités d'achat là et donc la pérennité du produit ou du service acheté, parce qu'il aura permis justement un niveau de satisfaction et un niveau de qualité qui permettra d'ailleurs d'être exigeant. On sera d'autant plus exigeant qu'on aura été un acheteur intelligent. Merci Nicolas. Alors, juste une chose, c'est vrai que, comme tu as dit, le pirate ne cherche pas forcément la performance technologique et il peut se contenter d'une fraude au président dans un hameçonnage classique. On a quand même eu des attaques récemment qui étaient des grosses performances technologiques aussi, il ne faut pas l'oublier, et elles ont fait des gros... Ce sont celles qui sont les plus complexes, et ce sont celles qui sont les plus rémunératrices, et ce sont celles qui font le plus de mal aux entreprises. Et qui n'émanaient peut-être pas particulièrement d'organisations strictement crapuleuses, mais possiblement de services de renseignement. Alors, mais bien sûr. Ceci était le sujet énorme de la table ronde de mercredi que je vous invite à réécouter. Mais on va quand même... On va quand même poursuivre parce que le temps passe et les échanges sont passionnants, mais je voudrais aussi vous laisser la parole. Alors, si on est sur la dernière partie, je sais qu'on est obligé un petit peu de faire vite, les solutions. Comment on fait ? Comment les propositions pour améliorer la sécurité de la chaîne ? Il y a eu déjà des propositions qui ont été faites ici. Je sais que le SIGREF, enfin, Henri, tu souhaitais mentionner le rapport de l'OCDE qui date de février, je crois. Oui, c'est-à-dire que le SIGREF, en fait, sur cette partie de la sécurité numérique, et je ne parle pas de cybersécurité, mais de sécurité numérique, c'est-à-dire de renforcement de la sécurité des produits et des services numériques sur tout leur cycle de vie, par l'ensemble des fournisseurs, sur le marché européen. C'est ce que nous demandions par une lettre que nous avions adressée au gouvernement en novembre dernier. Et nous avons eu la surprise d'être appuyés par un rapport qui a été publié par l'OCDE en février 2021, le 9 février 2021, sur le renforcement de la sécurité des produits et des services numériques. Rapport très important puisque l'OCDE propose un ensemble de politiques publiques à mettre en œuvre pour ce renforcement. Et d'ailleurs, dans le programme de travail de 2022 de la Commission européenne, il y a inscrit aujourd'hui une première itération de la mise en œuvre de ce rapport. Donc nous allons continuer sur cette logique. Par ailleurs, on le fait au niveau mondial dans le cadre de l'appel de Paris qui a été opérationnalisé à travers plusieurs groupes de travail, dont un que nous avons coprésidé sur ce sujet-là, le groupe de travail numéro 6, dont les conclusions seront présentées au Partenariat pour la paix fin novembre, sur le renforcement de la sécurité des produits et des services numériques. C'est absolument une exigence. Ça va être un travail très long, bien entendu, mais il faut le commencer à un moment donné, parce que sinon, on ne sortira jamais de cette croissance sans limite des attaques, du patching, si on ne change pas les paradigmes de la sécurité numérique dans cette approche écosystémique, les utilisateurs, les fournisseurs et le régulateur, chacun étant appelé à prendre ses responsabilités pour que ce changement de paradigme puisse intervenir. Merci Henri.
peut-être un petit mot de la fin avant qu'on passe aux questions, Garance, s'il te plaît. En tout cas, je vais ouvrir le débat. Sans être le mot de la fin, ça serait très réducteur sur un tel sujet. Effectivement, tous les acteurs ont un rôle à jouer. Ne serait-ce que déjà bien décrire la chaîne de sous-traitance, puisqu'effectivement, je peux être un utilisateur d'un bout de la chaîne, et encore une fois, le fournisseur va lui-même faire appel à d'autres fournisseurs, comme le client, l'utilisateur pourra faire appel à d'autres prestataires. Il y a aussi des réalités, on va dire, opérationnelles. Dans tous les contrats, et vous pourrez les relire à la suite, s'il y a une clause d'audit qui peut faire 2 lignes comme 4 pages, hein, je veux dire, ça c'est... Voilà. C'est pas la question. Hein. La question, c'est la réalité opérationnelle. Un contrat, une réglementation, avant tout, il faut qu'elle soit mise en œuvre d'une manière opérationnelle. On parle effectivement parfois de trop plein de réglementations, de réglementations incompréhensibles, ça va être un autre débat. Mais avant toute chose, la réglementation, le droit, se veut d'un principe de neutralité technologique. Ça, c'est très important à garder en tête, c'est-à-dire que effectivement, quelle que soit l'évolution, quel que soit l'état de l'art, puisque là, on a vu des attaques de plus en plus sophistiquées, mais la fraude au président, c'est tout sauf nouveau. Effectivement, des attaques, qu'elles soient cyber, qu'elles soient effectivement, c'est pas nouveau en soi. Il y a toujours eu, on va dire, des cambrioleurs, pour reprendre la métaphore, effectivement, qui a été explicitée. La situation a un peu changé sur ces 5 dernières années, quand même. Alors, je reviens là-dessus, c'est qu'il faut prendre en compte, effectivement, l'évolution de l'état de l'art. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a aussi la sensibilisation de l'humain. Il y a énormément d'attaques là-dessus qui viennent effectivement à l'intérieur de l'entreprise ou d'un acteur qui était le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitement, qu'on avait peut-être complètement oublié ou pas, enfin qu'importe. Mais il y a effectivement avoir bien conscience de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et d'avoir bien conscience, effectivement, d'indépendamment de la complexité de la technique, de la complexité des attaques, de ce monde, effectivement, interconnecté, interdépendant ou autre, de la richesse, on va dire, de l'humain. Et de la mentalité aussi humaine. Merci, Garance. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions pour un des 3 intervenants? Et n'hésitez pas, parce qu'on a... On ne va pas dire qu'on a effleuré le débat, on a commencé à... Il ne fait que commencer, en tous les cas commencer. pour les sujets qui nous concernent. Allez-y. C'était pas une question, mais c'est Henri, là, c'est ça? Oui. Moi, je rejoins Parlez assez fort, parce que je ne suis pas sûr que dans la salle... l'analyse d'Henri sur le fait qu'on a embriqué des tas de composants, mais personne n'a vraiment surveillé que ces composants étaient suffisamment solides, sécurisés, et ainsi de suite. Et maintenant, cette embrication, elle touche toute l'activité humaine. Absolument. Donc effectivement, c'est un peu surprenant qu'on ait laissé dériver ce qu'on n'a pas accepté dans d'autres domaines. Je travaille un peu dans le domaine du médicament, et 10 ans pour passer de l'idée de la molécule jusqu'au médicament, donc on met beaucoup de surveillance. Voilà, on n'en a pas mis beaucoup. Et c'est plus un choix politique, parce que juridiquement on aurait pu le faire. Ouais. Et effectivement, peut-être qu'il serait temps de se préoccuper de chaque brique, chaque strate, puisque le prix collectivement c'est difficile de régler les problèmes. Si on décompose le problème en petits morceaux, Ouais. on devrait pouvoir y arriver. C'est ce qu'on a commencé à faire, parce qu'il y a cette vision que l'on a sur la régulation de l'ensemble des produits et services qui sont mis sur le marché, qui seront mis sur le marché à partir d'une certaine date, à travers des normes. On travaille sur la normalisation, notamment à partir des normes ISO, de la norme ISO 5055. Je vous invite à la regarder, qui est une norme qui porte sur la qualité logicielle et notamment sur la sécurité by design, qui est très intéressante et sur lequel on peut s'appuyer déjà pour avoir une première itération. Mais ce que l'on fait directement, et ça c'est un travail qu'a engagé le CIREF, c'est de réaliser l'identification des composants critiques des systèmes d'information. Vous savez, tous ces composants, Clésia et ainsi de suite, Kaseya et autres, là, qui sont sous l'horizon radar de la DSI, et qui sont pourtant absolument essentiels, et qui sont des vecteurs d'attaque extrêmement importants, et de plus en plus importants. Et l'identification de ces composants critiques, on fait ça avec l'ANSSI. On a donc réalisé une première itération
de ce travail qu'on a présenté à l'ANSSI. On va continuer justement pour ensuite proposer aux entreprises de se retourner vers leurs fournisseurs de ces composants critiques en leur disant attention, là il y a un problème, on l'a identifié collectivement, il faut que vous renforciez la sécurité de ces produits. Ça sera une première étape dans ce chemin qui sera très long, dans cet Himalaya à gravir, pour faire en sorte que dans 10 ans, dans 15 ans, on soit tous, on puisse se retrouver ici aux assises en disant on a fait quand même un bon chemin et aujourd'hui, le patching s'est réduit, on réussit à avoir du code qui soit développé de manière correcte. Propre. Peut-être un petit mot, Nicolas ? C'est une démarche qui est intéressante parce qu'elle est constructive. C'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'elle est fondée sur la connaissance et sur l'expertise. La connaissance, c'est de savoir, Henri commençait à l'évoquer, on va s'intéresser à ce qu'on a chez soi. D'avoir cet exercice d'introspection au fait comment ça fonctionne sous le capot, au-delà du dernier logiciel qu'on vient d'acheter, parce qu'on le connaît, parce qu'on vient de l'acheter. Donc ça, c'est salutaire parce qu'on mise sur la connaissance. J'écartais justement, pour ça que la notion de juridisme, on ne pourra pas compter sur le droit pour assurer la sécurité. Pourquoi ? Parce que ça peut intervenir comme sanction, ça peut devenir comme... je disais un agenda tout à l'heure de fixer des échéances. Mais par contre, il faut de l'expertise dans les entreprises. Il faut être de moins en moins des utilisateurs passifs de technologies connues et maîtrisées par d'autres. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça veut dire que la notion d'externalisation, elle peut le permettre de manière opérationnelle, mais il faut quand même ne pas faire l'économie de l'expérience, du savoir-faire, de la connaissance technique au sein des équipes permanentes. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on ne sera pas uniquement à un moment où un cahier des charges sera écrit et qu'à ce moment-là, la connaissance sera oubliée, sera effacée, mais qu'elle devra être accompagnée et qu'elle devra être entretenue. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans une démarche qui est plutôt dynamique et constructive, c'est-à-dire d'avoir des gens à qui on va devoir demander continuez à apprendre, continuez à gagner en expertise, renseignez-vous sur les nouveaux environnements. Et à ce moment-là, en termes managériels, quand il va falloir valoriser ces métiers du numérique, c'est un élément qui est plutôt, sinon flatteur, en tout cas encourageant pour dire à des gens, voilà, vous n'êtes pas dans quelque chose qui est figé, vous êtes juste en train de regarder une conformité, de vérifier quelque chose de bêtement statique, mais que vous avez besoin, et il faut qu'on vous apprenne à anticiper, apprécier les nouveaux environnements, les nouvelles menaces. Et donc, ce qui fait que ça va être un chantier très humain, parce qu'il va falloir, comme ça, formaliser des cahiers des charges qui vont évoluer. Il va falloir avoir des outils de détection. Je crois beaucoup à la détection, parce que, effectivement, c'est une évidence une fois que la faille a été détectée, mais avant, tout le monde était dans l'ignorance. Donc, beaucoup d'intelligence, et ce qui veut dire que ça devrait, en tout cas, contribuer à tirer vers le haut ces activités du numérique dans les organisations. La seule chose, c'est que, effectivement, il va falloir investir dans le sens où il faut consacrer du temps à l'apprentissage, du temps à l'entretien de la connaissance, à la transmission d'une génération à l'autre, enfin, en tout cas, de fonction à une autre, de l'information. Et ça, c'est un vrai projet stratégique d'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans un truc de technicien qui parle aux techniciens, mais ça va devenir, ou ça devrait devenir, un élément, au contraire, pour emmener toute la communauté. Et on met du numérique un peu partout, avec les juristes, avec les gens des RH, avec évidemment les métiers, les opérationnels, et ce qui fait qu'on a un vrai numérique qui vient imprégner, contaminer l'ensemble de l'organisation. Croyez-vous que ceci soit possible s'il n'y a pas une législation qui oblige ? Moi, je vais dire, là, sur le sujet, il faut toujours se rappeler de ce que disait Lacordaire, 19e siècle, un grand libéral, malgré tout. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est le droit qui affranchit. Et aujourd'hui, face aux géants de l'industrie du numérique, les utilisateurs sont les faibles et c'est l'industrie du numérique qui sont le fort, donc on a besoin de droits. Il ne faut pas que le législateur s'exonère de ses propres responsabilités au niveau national et au niveau européen. Garance ? Oui, je vais aller dans le sens. Après, je vais rajouter aussi peut-être un élément qui n'a pas été dit, puisqu'on a parlé d'intelligence collective, d'apprentissage. On voit que le rôle des régulateurs et donc du droit est extrêmement important. Je veux dire aussi que, indépendamment de toute réglementation qui doit être adaptée, elle doit être effectivement
d'une neutralité technologique. Ça, c'est extrêmement important puisqu'on travaille tous sur un état de l'art qui évolue. Et encore une fois, le champ de la technique, on va dire, n'est pas du domaine du droit. La loi est générale et abstraite. Il ne faut pas oublier, effectivement, ces fondamentaux. Et doit aussi avoir des sanctions. Ça fait partie, toujours pareil. À un moment donné, on franchit la ligne rouge, on va être sanctionné, que ce soit par une amende, que ce soit par du pénal, ça reste des différentes catégories. En revanche, il faut à tout prix que l'impulsion vienne des dirigeants. Quel que ce soit un gérant d'une TPE, d'une ETI ou d'un grand compte, effectivement, tout ce qui a été dit, il faut que la prise de conscience de ces réalités, de ces évolutions, de ce besoin de valorisation de l'humain, de transmission, effectivement, de responsabilité. Ouais, mais c'est ce qu'on répète depuis 10 ans. Mais je sais bien. C'est ce qu'on répète depuis 10 ans. Ça marche pas, c'est pas ça qui marche. Alors, je sais pas ce qui va marcher ou pas, mais effectivement, il y a les cordons de la bourse. La V2 de la table ronde, c'est l'année prochaine aux assises. Là, on a fait le teasing, hein, donc il va falloir attendre 363 jours avant d'avoir la... c'est ça. Alors, ouais. Enlevez votre masque, pardon. Je rebondis sur ce que dit Garance, parce que les moyens de sécuriser, moi je me rappelle, quand je suis venu en 2007 aux assises, ça fait quelques années, on parlait des critères communs, et là, tout le monde, il y avait un fournisseur qui avait un peu de mal à patauger quand on lui a demandé est-ce que votre truc il répond à des critères communs, oui, il est patauger, et ça fait rire toute la salle. Et donc on avait déjà quelques moyens de s'en occuper. Par contre, les dirigeants, surtout Guy, moins cher, voire gratuit, ont trouvé que l'open source gratuit, arrêtons. Si l'open source entre guillemets ou le freeware est rentré autant dans les entreprises, c'est quand même bien que c'est pas pour rien. Parce qu'on a déplacé le coup. Moi j'étais des deux côtés. C'était il y a 15 ans, hein, ça a évolué un petit peu ces sujets. Oui, non, mais c'est toujours vrai. Ah non, c'est pas toujours vrai, ah non, ça c'est faux. En disant c'est formidable, mais derrière, qui veulent surtout pas s'occuper de leur mise à jour, ça existe toujours. Enfin, pas dans les grandes entreprises. Hein. Ah non, non. Bon, alors, on va s'arrêter. On va s'arrêter là, comme je disais. J'ai l'impression qu'on en a pour 15 ans de débat. Enfin, peut-être. C'est bien, hein, pour les assises, tant mieux. Nicolas doit se sauver assez rapidement, donc on va le libérer. De toute façon, Henri et Garance restent si vous avez des questions. Je voulais les remercier tous les trois parce que je pense qu'en effet, on a posé le débat qui n'était pas nouveau, mais on voit qu'il n'est pas terminé. Donc merci beaucoup pour votre participation, pour votre intervention. Merci à vous d'être venus aussi nombreux cet après-midi. Les assises, on a encore un petit peu... je crois que le forum ferme d'ici 1 heure, donc vous pouvez encore aller voir quelques fournisseurs. Et puis en tout cas, je vous remercie. Pour ceux qui partent, je vous souhaite bon retour et à l'année prochaine. Et puis pour ceux qui restent, à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.